C'est l'heure de notre panel américain du vendredi avec Alexandre Couture-Gagnon, Raphaël Jacob et Michel C. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonsoir. Alors, beaucoup d'attention a été portée sur la Maison-Blanche aujourd'hui où Volodymyr Zelensky était reçu par Donald Trump. On pensait qu'il serait beaucoup question des missiles Tomahawk, donc des missiles plus longue portée qui permettraient à l'Ukraine de toucher des cibles sensibles à l'intérieur du territoire russe. Vous voyez donc les particularités de ces missiles. Ils sont rapides, ils volent à basse altitude, ils sont très efficaces, mais ils coûtent quand même pas mal cher l'unité. Donc, il y a une question de pensez-y bien pour les États-Unis à s'impliquer de cette façon-là dans le conflit. Sauf que voici ce qu'on a à se mettre sous la dent après la rencontre qui a duré 2 à 3 heures entre M. Zelensky et M. Trump. Voici ce que Donald Trump publie sur les réseaux sociaux à la suite de cette rencontre-là. Il dit essentiellement qu'il souhaite qu'on mette fin à la guerre. Donc, il dit « Il est temps de conclure un accord » en majuscule. Assez de sang a été versé, qu'ils s'arrêtent là, qu'ils revendiquent tous deux la victoire, que l'histoire décide. Mais c'est pas aussi simple, nous dit Volodymyr Zelensky, qui parle du territoire comme une pièce importante du processus de paix. Écoutons le président ukrainien. Of course, the question of territory is a very sensitive question, very sensitive and the most difficult, really, question. I think that the President understands that the most difficult questions will be in any kind of negotiations, in any format of negotiation, will be the territory of, it's a pity, but the territory of Ukraine. Alors, Alexandre Couture-Gagnon, avec le peu de recul qu'on a, est-ce qu'on a avancé aujourd'hui ou on fait du surplace? On a encore une fois l'impression que le président Trump avait l'intention de vraiment obtenir une trêve, un cessez-le-feu, de négocier la fin de la guerre entre l'Ukraine puis la Russie. Mais là, hier, Poutine a parlé à Donald Trump pendant 2 heures, puis Donald Trump, finalement, a encore une fois accepté ce que Poutine disait. Donc là, il est moins chaud à l'idée de donner les gros missiles à l'Ukraine, à Zelensky. Mais je pense que tout ça, le président Trump le fait. Il est très actif sur la scène internationale. Il espère répéter le succès qu'il a eu à Gaza. Puis pendant ce temps-là... Ça lui permet d'éviter ou ça lui permet de ne pas parler de ce qui se passe vraiment aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, son taux d'approbation diminue très fortement. Il y a des problèmes avec ICE dans les grosses villes du pays, puis on a encore la paralysie budgétaire du gouvernement. Raphaël, on a de la difficulté à suivre M. Trump dans ce dossier-là. Est-ce qu'il est plus favorable à la Russie, plus favorable à l'Ukraine? On a l'impression qu'il se promène de l'un à l'autre selon parfois le dernier à qui il parle. En fait, vous me posez la question, on est le 17 octobre, reposez-moi-la le 18, le 19, le 20, la réponse peut changer. La première question que vous posiez à Alexandre est intéressante. Vous demandiez s'il y avait du surplace aujourd'hui. Il n'y a pas eu du surplace aujourd'hui. Il y a du surplace depuis 3 ans et demi dans ce dossier-là. On a beau multiplier les sommets, les rencontres bilatérales, multilatérales, la dynamique la plus fondamentale ne change pas. La Russie a une liste de demandes qui sont les mêmes. L'Ukraine refuse catégoriquement de céder un pouce sur ces différentes demandes-là. Tant que ça ne changera pas d'un côté ou de l'autre, la guerre va se poursuivre. C'est aussi simple que ça. Dans la rencontre au bureau Aval, plutôt, il y a un membre des médias qui a posé la question à M. Zelensky, quelle concession êtes-vous prêt à faire? Et la réponse de M. Zelensky, ça a été, en fait, de ne pas répondre en disant que ce que lui voulait, c'est que Poutine vienne à la table de négociation. Mais disons-le très clairement, du côté ukrainien comme du côté russe, on ne veut pas de négociation. Négocier, ça sous-entend nécessairement faire des concessions de part et d'autre. Les Russes ne bougent pas d'un iota par rapport à leurs revendications et les Ukrainiens ne bougent pas d'un pas de plus pour ce qui est de leur refus. Encore une fois, que ça ne changera pas. La guerre va continuer. Alors, Michel, depuis 24 heures, depuis la conversation entre M. Trump et M. Poutine, puis la rencontre avec Volodymyr Zelensky, est-ce que la perspective d'un cessez-le-feu, d'une paix s'éloigne ou se rapproche? C'est très clair qu'elle s'éloigne. M. Trump ne veut pas trancher entre les deux. Regardez son message sur Truth Social, là. Il dit « Arrêtez ça et que l'histoire décide ». C'est oublier une chose extrêmement importante. Il y a un agresseur et un agressé dans ce conflit-là. Il y a la Russie qui a envahi l'Ukraine et l'Ukraine se défend. Alors, on ne peut pas les mettre sur le même pied et dire arrêtez, puis l'histoire décidera. Et M. Zelensky avait des demandes précises, entre autres, en ce qui concerne les armements, que de toute évidence, en tout cas, on peut comprendre qu'il ne les a pas obtenus, là.
Oui, puis Alexandre, M. Trump a évoqué les missiles Tomahawk. C'est lui, sauf erreur, à moins que je me trompe, qui a évoqué ces fameux missiles-là. Il a dit, M. Poutine n'était pas très heureux quand je les ai évoqués au téléphone. Puis là, on a convenu d'une rencontre dans 2 semaines. Au sujet des Tomahawk, voici ce que M. Trump a dit aujourd'hui. We have a lot of different weapons. And, you know, I have an obligation also, though, to make sure that we're completely stocked up as a country, because you never know what's going to happen. In war and peace, right? You never know what's going to happen. So we're going to be talking about Tomahawks, and would much rather have them not need Tomahawks. Would much rather have the war be over, to be honest. Bon, personne autour de la table est un expert militaire, mais on comprend que ça donnerait un certain avantage, si on veut, ou une arme supplémentaire à l'Ukraine. Cela dit, Alexandre Couture-Gagnon, au point de vue politique, là, M. Trump, il souffle le chaud et le froid. Finalement, il recule sur les Tomahawks? C'est vraiment difficile de déterminer à ce point-ci. Définitivement, Trump a décidé de donner plus de temps à Poutine après lui avoir parlé hier. Comme vous le disiez, on sait qu'ils vont se voir à Budapest dans 2 semaines. Trump a dit que Zelensky et Poutine n'étaient pas capables de parler, donc il va les rencontrer séparément. Depuis que Trump est président, il a fait très peu. Il n'a pas augmenté les sanctions à l'égard de la Russie malgré l'invasion de l'Ukraine. Tout ce qu'il a fait, c'est d'augmenter les sanctions, les tarifs à l'égard de l'Inde parce que l'Inde achète du gaz de la Russie. Puis je crois qu'il a aussi augmenté les sanctions ou les tarifs à l'égard de la Serbie pour les mêmes raisons. Mais il n'y a pas eu de sanctions ou d'accroissement des sanctions directement à l'égard de la Russie depuis le 2e mandat du président Trump. Alors, ça donnera quoi, Raphaël, ce sommet Trump? Ben, enfin, je vous demande de regarder dans une boule de cristal, là, mais est-ce que ça nous donne espoir, le sommet Trump-Poutine dans 2 semaines? Vous me demandez, Sébastien, qu'est-ce que ça va donner? Je vais vous donner une réponse très, très simple. Là-dessus, je peux prédire, c'est facile. Ça va nous donner d'autres occasions extrêmement agréables comme celle-ci de parler ensemble. Sur le fond, ça ne changera à peu près rien. Ça, c'est une prédiction qui est également très facile à faire, comme ça a été le cas avant, pendant et après le sommet en Alaska. Je dois vous interrompre parce qu'on a vu Jean Chrétien apparaître. Shawinigan lui rend hommage aujourd'hui. M. Chrétien lui parle aux journalistes. On va aller l'écouter. C'est ça qu'ils ont réussi à faire. Alors, je suis content d'être ici. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Là, je suis au courant de pas grand-chose. Je suis comme vous. 500 personnes. Vous attendez à quel type d'ambiance ce soir? Pas très hostile. Non, mais j'ai le privilège d'avoir pris de l'âge. Et vous savez, quand on est dans la tourmente, c'est toujours compliqué. Mais quand on est parti, les gens peuvent juger. Je vois le maire qui est là, il part. Alors, c'est toujours compliqué quand on est aux affaires. Mais là, j'ai l'impression que les gens au Canada se disent, quand il était là, ça marchait. Et je ne vais pas vous dire que je ne suis pas d'accord. Ça marche plus aujourd'hui? Ça marche moins bien? Aucune idée. Écoutez, je passe pas mon temps à analyser ce qui se passe. C'est toujours compliqué dans la vie publique. J'aime à dire que pour boucher un trou, il faut en creuser 2 autres. Fait qu'on pèle tout le temps. Et on fait plaisir à un, puis on met un autre en maudit, puis ensuite on essaie de le mettre de bonne humeur. C'est un 3e qui n'est pas content. Mais on fait de notre mieux. On applique notre expérience et notre jugement le mieux qu'on peut. Et le pire qui peut nous arriver, moi, là, à la fin, j'ai été 40 ans dans ça, si vous décidez de vous donner votre ticket puis vous battre à l'élection, votre femme est bien contente. Alors, je me souciais pas de ça. Mon principale préoccupation était de faire de mon mieux. Et j'avais eu un conseil de Fernandé Laverne, qui est plus connu ici, qui était un chef ouvrier, puis qui était président de la commission scolaire, qui était très articulé, même s'il bégayait. Et puis, il m'avait donné le meilleur conseil. Jean, fais confiance au jugement du peuple. Si tu es honnête et sincère, ils vont le reconnaître. Mais ils savent qu'on ne peut pas faire des miracles. Les miracles, il n'y en a pas souvent. Ce soir, plusieurs personnes vont souligner votre contribution, mais pour vous, quelle est votre plus grande fierté? D'avoir été élu député de Saint-Maurice, et j'avais 29 ans, je parlais presque pas l'anglais, et grâce à leur confiance,
Je suis devenu premier ministre pendant 10 ans. J'ai gagné 3 majorités. J'ai été élu 12 fois député. Et puis, il y en a d'autres, apparemment, des choses que j'ai faites. Mais tout ce que je faisais, c'était de mon mieux. Et si ça donnait des résultats, les gens l'appréciaient. Surtout, on a passé ici dans une période très difficile parce que l'électrochimie a été remplacée par la pétrochimie. On a perdu des centaines d'emplois parce que, la pétrochimie, c'est pas fait avec de l'électricité qu'on avait ici. Et il y avait arrivé tous les 6 mois, 300-400 jobs qui passaient par le bord et tout ça. Et j'étais obligé de dire, c'est les changements de la technologie, c'est le monde d'aujourd'hui, il faut se retrousser les manches. Et malgré toutes ces difficultés-là, il m'a fait confiance. Et j'ai été là pendant, de 1963, avril, quand j'ai été élu, ça fait 62 ans et demi, presque aujourd'hui. Monsieur Chrétien, c'est difficile de passer à côté des 30 ans du référendum. On est là, c'est à la fin du mois d'octobre. Bien, ils n'ont perdu 2, ils vont en perdre 3. Cette idée de faire des référendums tant qu'on ne gagnera pas. En Angleterre, ils ne veulent pas qu'il y en ait un deuxième. Il y en a eu un, vous avez décidé, vous restez, vous restez. Vous pensez qu'il va en avoir un autre? Bon, j'espère. S'il en fait un, pas sûr que ça va l'aider beaucoup. Mais ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les gens pensent que je suis du côté du non déjà. Parlez-moi de recevoir un hommage de votre vivant. Des fois, au Québec, on a tendance... Ah, ben c'est ça. Ben, d'avoir ces éloges funèbres quand vous êtes debout, ça fait plaisir. Est-ce que vous attendez à des surprises ce soir? Non. Quel genre de surprise? De vous voir. Non, ça me fait plaisir d'être ici. Je ne sais pas, ils ne m'ont pas tenu au courant de rien que ce soit. Pierre Lahaye a organisé ça avec ses amis et des gens qui ont bien fait ça. Le maire a aidé énormément et tout ça. Et apparemment, ça va être une réunion agréable. C'est votre soirée, là, vous parliez du maire qui s'en va. Êtes-vous fier de ce qu'il a fait pendant 16 ans? Bien, écoutez, il était là 16 ans. Des maires qui ont duré 16 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il a fait de son mieux, puis il a bien fait. Puis les gens ont eu confiance en lui. Il a commencé il y a 16 ans. Quand j'ai entendu dire qu'il était candidat, je pensais jamais qu'il allait gagner. Et regardez, il était là 16 ans. Alors... Est-ce que vous suivez la présente campagne électorale ici à Shawinigan? Elle ne mérite pas beaucoup. Non. Allez-vous voter? Non, je ne serai pas ici. Je ne peux pas voter par anticipation. Et je ne connais pas les candidats, mais je ne sais pas assez. Je ne me suis pas assez occupé. Il y a un conservateur dans le lot, je pense. Bien, il a déjà été libéral. Et puis, il y a une femme qui a beaucoup d'expérience, qui est candidate. Et puis, un gars qui n'est pas libéral. Et puis, les gens voteront comme ils voudront. Vous parlez de politique... Je vais payer mes taxes, comme voulez-vous. Vous parlez de politique municipale. On veut vous entendre aussi un peu sur la relation Canada-États-Unis avec Stellantis cette semaine. On a l'impression que ça va pas bien, que M. Carney devrait être plus ferme. Comment Écoutez, c'est très, très compliqué. On vit une révolution. Les États-Unis retournent en 1918. Ils n'étaient pas bien veilles dans ce temps-là. Quand ils ont bloqué le reste du monde, ils ont refusé de signer la convention internationale qui aurait précédé l'ONU, qui était la Société des Nations, qui avait été une initiative du président Wilson. Ils sont devenus très, très isolés. Même, ils sont entrés 3 ans après que la guerre a commencé, seulement après que les Japonais les aient attaqués à Pearl Harbor. Alors là, écoutez, c'est un changement considérable qui bouleverse bien des choses pour tout le monde. Mais moi, je suis la politique depuis 1966, 56, quand j'étais président des jeunes libéraux à l'Université de Laval. J'avais 22 ans. Et c'est toujours compliqué. J'aime à dire que j'ai regardé les titres des journaux à tous les jours. Depuis 1956, je n'étais pas bien vieille, madame, à cette époque-là. Et j'ai jamais vu un titre « Le Canada a eu une bonne journée hier ». C'est jamais le titre. On a dû en avoir au moins une. Alors, les nouvelles, c'est toujours négatif. Et on a beaucoup de misère à parler du positif. C'est très difficile. Et pour vous autres, je ne vous blâme pas, c'est ce que vos éditeurs vous demandent. Mais il y en a de plus en plus.
Essayez donc de vous appliquer à faire des nouvelles positives. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et au lieu de rendre les gens déprimés, vous allez leur donner des sourires. C'est plus agréable. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Jean Chrétien est à Shawinigan ce soir. Il a 91 ans et on lui rend hommage lors d'une soirée hommage. On constate qu'à 91 ans, l'ancien premier ministre n'a rien perdu de sa verve et du fait qu'il suit aussi beaucoup l'actualité. Peut-être juste Michel C., dans notre panel américain, je vous amène dans un panel canadien. Là, juste le temps de vous parler quelques secondes de Jean Chrétien. L'avez-vous couvert, vous, à Ottawa, Jean Chrétien, Michel C.? Bien sûr. J'ai couvert Jean Chrétien. Et le Chrétien que vous venez de voir, là, c'est celui qui était à Ottawa quand je le couvrais. Et d'abord, c'est une espèce de force de la nature. À 91 ans, d'être capable de faire ça, là, je me rends là, je vais être bien, bien content si j'ai les idées aussi claires que lui. Mais M. Chrétien, c'est, comme on dit en anglais, « what you see is what you get ». Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, mais il est comme ça. Il ne changera pas. Et il ne changera pas pour vous faire plaisir. Alors... attendez, puis il a commencé à parler. OK, on va aller l'écouter. Alors, c'est Aline qui est au téléphone, qui prend les rendez-vous pour tout le monde et tout ça. Ce n'est que plus tard qu'on a eu des bureaux de comté. On avait un adjoint, alors ils ont tous des staffs. C'est un des problèmes, il y en a trop. Vous pensez? Oui, parce que dans le temps, on n'avait pas besoin de conseillers, on décidait, puis on parlait tout seul. Aujourd'hui, il y en a trop de monde qui leur donne des conseils, ils deviennent tout mêlés. Allons-y. Alors, on y va. OK, on y va. Alors, on va prendre une photo avec OK, un dernier commentaire sur les conseillers politiques qui sont... Il y en a trop. Commentaire sur le référendum aussi. Là, vous ne serez pas surpris, Michel. Il dit les souverainistes ont perdu 2, ils vont en perdre un 3e. Non, mais c'est du chrétien pur jus, ça. Il disait ça au premier référendum, il dit pour le 3e. Ouais. On peut pas dire qu'il a changé d'idée. Et il n'y a aucune surprise, il sera dans le camp du non si jamais il y a un 3e référendum au Québec. D'accord. On va quitter Jean Chrétien un instant, mais je vous rappelle qu'il y a cette soirée hommage pour lui au cours de la soirée. On va revenir à notre panel américain, puis je vais vous parler de John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Lui, il fait face dorénavant à une vingtaine de chefs d'accusation, 18 je pense, notamment pour avoir eu en sa possession des documents jugés top secrets, confidentiels, de sécurité. Et là, il est le 3e critique de Donald Trump après Comey, l'ancien directeur du FBI, et Letitia James, qui était une procureure dans l'État de New York, qui avait poursuivi la Trump Organization, à aller devant les tribunaux, à se retrouver devant les tribunaux poursuivis. On a l'impression par vengeance de Donald Trump. Est-ce que Michel C., dans ce cas-ci, c'est de la vengeance de M. Trump? Absolument, il l'a dit qu'il allait faire ça, et la liste, on la connaît, et M. Bolton était sur la liste. C'est de tout ce que M. Trump a fait depuis qu'il est président, c'est la chose la plus, non seulement regrettable, mais inacceptable. Que l'appareil judiciaire aux États-Unis fonctionne avec les ordres directs du président. C'est pas comme ça que c'est supposé marcher. C'est une très mauvaise chose dans n'importe quel pays, mais ça fait totalitaire un peu. Là. Le paradoxe, Alexandre, c'est que n'est-ce pas exactement ce que M. Trump reprochait aux démocrates, d'utiliser la justice comme une arme de vengeance? Et là, on a l'impression qu'il le fait sans remords. Oui, donc quand Trump a été poursuivi par Letitia James ou quand Trump a été quand il y a eu des agents fédéraux qui sont allés à Mar-a-Lago chercher des caisses de documents, Trump disait que c'était une chasse aux sorcières, que c'est parce que les démocrates étaient au pouvoir que ça se passait. Là, avec Bolton, c'est un petit peu différent parce que l'enquête avait commencé sous l'administration Biden. Puis, il semble que ça suive un cours normal. Le cours normal d'un processus d'un ancien conseiller qui serait potentiellement, qui serait accusé d'avoir mal gardé les secrets d'État. Mais on sait que quand il a voulu publier son livre, l'administration Trump a essayé de reporter la publication du livre. Puis, peu importe ce qui arrive, ça envoie un message très clair aux conseillers de l'actuel président des États-Unis. Si vous changez de... Si vous changez de manteau, si vous changez d'avis, puis vous commencez à peut-être avoir l'intention de publier un livre critique contre moi ou d'aller sur la place publique puis de critiquer ce que j'ai fait,
on va s'assurer qu'il y a des accusations qui soient portées contre vous. Le message est très puissant. Oui, puis le message est au conseiller, mais n'est-il pas aussi, Raphaël, à toute personne qui oserait ou qui critiquerait Donald Trump, parce que Letitia James, la procureure dans l'État de New York, c'est pas une ancienne conseillère de M. Trump, c'est une procureure qui a poursuivi dans le cas de la Trump Organization. Est-ce qu'il y a ici, selon vous, une espèce de stratégie pour museler les opposants à M. Trump? D'abord, permettez-moi un petit mot sur Jean Chrétien, parce que c'est après tout moi qui s'est fait interrompre par l'ancien premier ministre tantôt. Vous savez, c'est jamais agréable, vous savez, plus que moi, de se faire interrompre lorsqu'on est en train de parler en ondes. Mais lorsque c'est pour donner la parole à un ancien finissant du séminaire de Trois-Rivières, vous savez quoi, ça se tolère beaucoup mieux. Une fois que ça s'est dit, évidemment. Une fois que ça s'est dit, on les félinise aussi? Probablement pas. À 91 ans, il semble encore avoir toute sa tête, contrairement à moi, Michel, visiblement. Donc, une fois que ça s'est dit, pour ce qui est de Letitia James, de James Comey et de John Bolton, Alexandre, je crois, a établi une distinction qui est importante. C'est-à-dire que dans les deux autres cas, il y avait clairement des remous au sein de la justice américaine, des procureurs de carrière qui disaient, écoutez, on n'a tout simplement pas les ingrédients, on n'a pas la matière nécessaire pour l'inculper. Et essentiellement, le politique a pris le dessus et a dit, on les inculpe quand même. Dans le cas de Bolton, ça semble, tout au moins de l'extérieur, d'être beaucoup plus nuancé que ça. Une fois que ça s'est dit, ce qui n'est pas nuancé et ce qui unit les trois cas, c'est que dans les trois causes, Donald Trump a carrément ordonné à son équipe de les poursuivre devant les tribunaux. Comme Michel le disait, c'est difficile de faire un ordre par rapport à ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est plus inacceptable, mais clairement, objectivement, ça n'a aucunement sa place dans une démocratie qui est en santé. On va terminer avec le Venezuela parce qu'il nous reste encore quelques minutes, mais je veux vous entendre là-dessus. 4 minutes qui nous restent. Donc, depuis quelques semaines, l'armée américaine mène des opérations contre des bateaux dans les zones internationales qu'on considère des bateaux qui transportent de la drogue à destination des États-Unis, des bateaux qui viendraient du Venezuela. Mais là, Michel, on est allé à une coche supérieure. Là. M. Trump a dit « J'autorise la CIA à mener des opérations au Venezuela ». Probablement qu'il en menait déjà, mais que le fait que le président le déclare au monde entier, ça surprend quand même. Qu'est-ce que M. Trump cherche à faire au Venezuela? Bien, d'abord, c'est un régime qui est hostile aux États-Unis, mais encore une fois, on voit M. Trump qui est allé un peu plus loin que ce qui serait normalement fait. On a vu le commandant de la zone sud de l'armée américaine qui a démissionné. Officiellement, il a démissionné pour raison d'âge, mais en réalité, c'est parce qu'il s'objectait à ce qui se passait là. C'est quand même hautement inhabituel d'utiliser l'armée pour attaquer les bateaux qui sont ressortissants d'un autre pays comme ça. Bon, il y a une guerre à la drogue, d'accord, mais si on fait ça, il va falloir qu'on fasse ça contre tout le monde. Hein. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Alexandre, que le but, c'est de renverser Nicolás Maduro, qui est le président vénézuélien? Dans les grands journaux américains, c'est ce qu'on affirme. Politico cite plusieurs sources anonymes qui disent que l'objectif, c'est de renverser Maduro. Stephen Miller, le conseiller à l'immigration de Donald Trump, pense que ça va être plus facile d'expulser les ressortissants vénézuéliens vers le Venezuela si c'est plus Maduro qui est au pouvoir. Puis Marco Rubio, grand sénateur américain de la Floride qui est en charge des affaires étrangères du pays, de longue date, est un opposant au régime Maduro au Venezuela. Il est d'origine cubaine lui-même, puis c'est comme ça qu'on l'explique. Il y a une historique, Raphaël, d'intervention des États-Unis en Amérique latine. Il y a eu le Chili, Cuba aussi à une époque. Il y en a qui disent que les États-Unis considèrent l'Amérique latine comme leur cour, dans le fond. Est-ce qu'il y a une préoccupation particulière de l'administration Trump pour l'Amérique latine? Il y en a qui disent ça depuis James Monroe, il y a maintenant 2 siècles. Donc, effectivement, et vous avez fait une liste qui est très, très partielle. On pourrait y rajouter le Nicaragua, on pourrait ajouter la République dominicaine, Haïti, la liste, la Bolivie, le Brésil, etc. Il y a plus de pays qui ont fait l'objet de tentatives ou carrément de coups d'État financés, orchestrés par les Américains que de pays qui ne sont pas dans cette catégorie-là. Ça en dit quand même assez long. De un. De deux, il faudrait dire que dans le cas spécifique du Venezuela, on ne remonte pas au cas Maduro ou à la présidence Trump. On peut remonter 20 ans en arrière, aller voir notamment un des discours d'Hugo Chavez, l'ancien président, bien sûr, le prédécesseur de M. Maduro, devant l'Assemblée générale des Nations unies. Il avait qualifié le président américain de l'époque, le président Bush, de Satan. Donc, les tensions, elles sont vives, elles sont là depuis longtemps. Et un petit point additionnel, c'est quand même assez surréaliste parce qu'on se parle du président qui est présenté et se présente comme le président de la paix.
Ce qu'il fait présentement, parce qu'il faut appeler un chat, clairement, il est en train d'autoriser, à mot à peine caché, la CIA de renverser ce régime-là, c'est contrevenir à la loi de 1973 sur les pouvoirs de quoi? De guerre, qui lui enlève ce pouvoir-là, qui le donne très clairement dans les mains du Congrès américain. Donc, on n'est pas à une contradiction près, mais je vous dirais, cette semaine, celle-ci était dure à battre. Oui, puis on se rappellera que le Congrès, en principe, est celui qui applique les tarifs aussi, quand il est question de tarifs économiques. Et là, il contourne donc à nouveau le Congrès à des fins politiques. Alexandre Couture-Gagnon, Raphaël Jacob et Michel Caugier, merci d'avoir participé à notre panel américain aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Et on espère que les Blue Jays vont gagner ce soir. Juste comme ça, Raphaël, amateur de baseball. Merci. Bye-bye.